9h20, vous êtes bien sur Sud Radio et on continue le débat dans quelques instants autour de la question du jour. Avez-vous peur que l'Afghanistan devienne une base arrière pour le terrorisme islamiste ? On a deux nouveaux invités pour en parler. Oui. Olivier de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan et ancien commandant des forces françaises en Afghanistan. Et Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, spécialiste de l'Asie centrale. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de débattre avec nous, avec nos auditeurs ce matin. Avant de donner la parole à Nicolas Gosset, Olivier de Bavinkov, vous avez entendu le témoignage juste avant la pub de Régis Le Sommier. Compte tenu de vos anciennes fonctions, quel regard vous portez vous-même sur ce retour des talibans 20 ans après ? Il vous inquiète ? Bonjour. Oui, c'est une tragédie. Nous assistons à une véritable tragédie que personne n'avait véritablement imaginé, pas dans ces termes. Et ensuite, nous sommes dans une période de chaos, et il est très difficile dans une période de chaos de discerner quelles sont les lignes à venir pour cette région du monde. Pour ce qui concerne les talibans, et à votre question, oui, bien sûr, c'est inquiétant, extrêmement inquiétant. Ce mouvement a gardé toutes les caractéristiques fondamentales qui ont présidé à sa mise sur pied, notamment en termes de pratiques religieuses, de la loi, la charia, d'organisation de la société, de non-respect des droits de l'homme. Et évidemment, par contre, c'est un mouvement qui a toujours voulu être un mouvement nationaliste. Ce n'est pas un mouvement qui s'est exporté au-delà des frontières de l'Afghanistan. C'est un mouvement qui veut établir un émirat islamique d'Afghanistan au sein des frontières. En revanche, le domaine inquiétant, c'est que l'Afghanistan se prête très bien, du fait de sa géographie, du fait du carrefour qu'il représente, à l'établissement de bases terroristes, quelles qu'en soient les origines, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Daesh, que ce soit d'autres mouvements de la mouvance terroriste internationale. Il est très difficile de les y détecter, il est très difficile de les y débusquer, il est très difficile de les contrôler. Et donc, parce que la géographie du pays est tellement compliquée, qu'il est possible que des mouvements profitent de cette période de chaos pour vouloir s'y réinstaller et s'y réinstaller à l'abri des frappes qui peuvent être exercées à leur encontre. Vous connaissez bien. Il faut distinguer deux choses. Un mouvement nationaliste d'un côté, et de l'autre côté, la possibilité effectivement que des mouvements terroristes s'y réinstallent. On va y revenir sur cette question-là, mais vous connaissez effectivement très très bien ce territoire quand vous dites que cette géographie, elle se prête bien finalement au développement de telles organisations. C'est quoi ? C'est les grottes, les paysages très escarpés. Est-ce que vous pouvez expliquer justement là-dessus à nos auditeurs ? En fait, nous sommes à la fin de l'Himalaya, de la chaîne de l'Hindou-Kouch, qui va mourir aux frontières iraniennes. Donc Kaboul est à 2000 mètres d'altitude. On l'oublie toujours beaucoup, mais en termes d'opération aérienne, c'est une zone qui évidemment implique des contraintes aéronautiques. Les plus hauts sommets d'Afghanistan doivent culminer à 6000 mètres. Vous avez des vallées qui sont absolument étanches, c'est-à-dire que vous pénétrez d'une vallée à l'autre, vous êtes obligé de sortir de la vallée et de rentrer par l'autre côté de la vallée. Vous ne pouvez pas passer d'une vallée à l'autre du fait de la géographie. Et tout le nord-est de l'Afghanistan, tout l'est et le nord-est de l'Afghanistan est véritablement une zone qui est très difficile d'accès, celle qui jouxte la frontière, le doigt de la frontière chinoise et la frontière pakistanaise. Une grande partie de la frontière pakistanaise. Ensuite, vous avez les déserts dans le sud. Bref, vous avez un pays qui est extrêmement clivant, extrêmement enclavé, avec une quantité de barrières naturelles qui sont d'ailleurs relativement infranchissables en hiver. Vous vous souvenez qu'on disait toujours qu'il y avait la fighting season, c'est-à-dire au fond le printemps et l'été, et pendant la winter season, il n'y avait pas d'opération possible, si ce n'est des opérations aériennes, parce que les mouvements, tout simplement, n'étaient pas possibles. Avec 2 mètres de neige sur les routes, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 ou moins 30, qui l'été monte à plus 50, vous avez un pays qui est quand même se prête évidemment à l'installation de camps qui deviennent des camps inexpugnables.
Nicolas Gosset, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, spécialiste de l'Asie centrale. On a eu depuis Kaboul déjà des prises de parole de talibans, certains qui se veulent rassurants quant à la suite. Et dans le même temps, on a vu des répressions assez fortes observées par endroits dans les campagnes afghanes. Nicolas Gosset, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Et est-ce que vous partagez ces inquiétudes qu'on vient d'entendre et effectivement d'Olivier de Benvakov concernant la présence possible à l'avenir, le rétablissement d'une forme de sanctuaire pour les terroristes en Afghanistan? Fondamentalement, je partage ce qui a été dit sur l'appréciation non seulement de l'ampleur du désastre, aussi sur la difficulté d'évaluer le risque, la profonde incertitude qui habite maintenant toute cette situation, qui est, à mon sens, très importante et qui rejoint notamment ce que finalement, la distorsion que vous posez très bien sur ce que sont les talibans aujourd'hui. Dans le même temps, leur idéologie, elle reste dans les grandes lignes ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un islamisme militant, traditionnaliste, profondément anti-moderne et agressif par rapport aux formes de différences qui peuvent exister aujourd'hui dans la société afghane. Aussi, une grande distorsion, ce que disent les talibans et ce que font les talibans. Oui. Que ce que déclare le leadership taliban, qui est devenu presque fréquentable des grandes chancelleries occidentales et mondiales. Ils ont été reçus un peu partout, on l'a dit. Ces gens sont parfois même éduqués non plus dans des médrassas pakistanaises, mais aussi à Oxford. On a des gens très bien éduqués, qui parlent anglais, qui savent aujourd'hui, qui maîtrisent les relations publiques. Et qui sont capables de poser les choses un peu aussi dans la langue et dans les termes de l'ancien ennemi. Donc, de ce sens-là, je pense que les talibans sont aujourd'hui dans une phase de polissage de leur image. Ils essaient d'acquérir une respectabilité qui va en tout cas durer sur le court, peut-être même sur le moyen terme, parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Ils contrôlent l'Afghanistan comme ils ne l'ont même pas contrôlé avant 2001, quasiment l'entièreté du pays. Ça n'était pas le cas avant 2001. Ouais. Ils sont en position de force à tout niveau et aujourd'hui ils veulent en gros que le monde les laisse agir à leur guise à l'intérieur du pays pour éviter les interférences, pour éviter les retours de flammes. Ils savent qu'ils sont observés. Donc voilà, on va sans doute obtenir, on a le sentiment d'une phase de modération ici, pas d'épuration dans les administrations. Comme les campagnes afghanes sont un trou noir, remarquez qu'on sait très peu ce qui se passe dans les provinces, ce qui se passe dans les campagnes. On a peu de rapports, quelques rapports sur des exactions, des épurations, mais qui sont relativement peu documentés. Donc, on a les yeux rivés sur ce qui se passe à Kaboul et ils savent que leur image se joue à Kaboul. Donc, effectivement, ils sont dans une phase de modération. Mais est-ce qu'ils ne sont pas, d'une certaine façon, pieds et mains liés, à savoir que la communauté internationale les regarde et que finalement, pour garder le pouvoir, ils ne peuvent pas se permettre finalement de laisser fructifier une forme d'organisation terroriste qui pourrait justement vivre, se développer à nouveau dans le pays? Bon, disons que le fait que le monde regarde les talibans, c'est un phénomène qui existe depuis 20 ans à des degrés divers. Donc, ils savent observer très bien. Ouais. La reconstitution des sanctuaires, déjà les liens avec Al-Qaïda n'ont jamais été rompus. Ouais. Ils ont perdu l'opération de camp d'Al-Qaïda dans l'Est depuis plusieurs années. Al-Zawahiri, qui est le chef d'Al-Qaïda dans la zone, reconnaît la suprématie religieuse du leader des talibans, le Mollah Akhundzadeh. Il y a une forme d'allégeance, dit-on. En tout cas, il reconnaît un pacte d'autorité et de légitimité entre les deux. Ce qui reste très compliqué à saisir, c'est effectivement le leadership taliban. On sent ces gens qui vont avoir le pouvoir à Kaboul dans les mois à venir, le Mollah Baradar, ces gens... effectivement, ils ne vont pas se présenter comme des partenaires d'Al-Qaïda. Par contre, ce qui peut se passer au niveau des commandements sur le terrain, dans certaines régions, au niveau interpersonnel, tout ça est beaucoup plus ambigu. Et donc, effectivement, le gros degré d'incertitude, il reste au fait que les talibans sont excessivement bien organisés, mais ils ne sont pas monolithiques non plus. Il y a une multitude de réseaux, de factions à l'intérieur, dont certaines sont plus connotées internationales, avec des djihadistes étrangers, des Pakistanais, et ces liens ont davantage de liens avec la nébuleuse islamiste internationale. Encore une fois, distinguer Daesh d'Al-Qaïda, les talibans sont des opposants féroces de Daesh. Ils les ont combattus depuis plusieurs années parce qu'il y a une question de contestation du leadership du djihadisme, d'abord en Afghanistan et plus globalement. Les Américains se sont d'ailleurs appuyés sur les talibans pour combattre Daesh dans l'est du pays. Par
Al-Qaïda, c'est très différent parce que Al-Qaïda, contrairement à Daesh, a un soutien implicite de certains éléments de l'appareil sécuritaire pakistanais encore aujourd'hui. Et donc, il y a cette ambivalence de la triangulation entre les services militaires pakistanais, les talibans et les djihadistes internationaux qu'il va falloir surveiller de très, très près. Et le point peut-être que je voudrais évoquer, c'est indubitablement les talibans aujourd'hui assis dans le palais présidentiel à Kaboul, c'est un souffle chaud dans le cou de tous les groupes djihadistes à l'international. C'est possible. Vous restez... Oui. On a défait la première puissance mondiale. Ouais. Attends, ils ont dépensé plus d'1 trillion de dollars pour nous combattre. Et aujourd'hui, on est aux commandes à Kaboul. Donc les gars, continuez, battez-vous, ça reste possible. C'est le message implicite. Et d'ailleurs, le Hamas à Gaza, en Palestine, l'a reçu dans ce sens-là. Les premiers à féliciter les talibans pour leur réussite. Nicolas Gosset, vous restez avec nous. On est aussi avec Olivier de Bainvankov, je le rappelle, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan, ancien commandant des forces françaises en Afghanistan de 2011 à 2013. On le retrouve dans un instant avec vous aussi. 08 126 300 300 pour agir à l'antenne. On vous rappelle notre question du jour, la question qu'on vous pose depuis ce matin. Avez-vous peur que l'Afghanistan devienne une base arrière pour le terrorisme islamiste? Restez bien avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio. 9h34 sur Sud Radio, on continue le petit-déj de l'actu avec nos deux invités autour de la question du jour. Avez-vous peur que l'Afghanistan devienne une base arrière pour le terrorisme islamiste? Nos deux invités, Olivier de Bainvankov, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan et ancien commandant des forces françaises en Afghanistan de 2011 à 2013, et Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, spécialiste de l'Asie centrale. Alors Olivier de Bainvankov, on vous a vu réagir parce qu'on est en direct aussi sur la vidéo à Sud Radio. Je voyais réagir sur ce que disait Nicolas Gosset. Certains points, vous n'étiez pas totalement d'accord. J'ai l'impression, notamment sur la question du rapprochement entre Américains et talibans pour chasser Al-Qaïda, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres points sur lesquels vous n'étiez pas tout à fait d'accord, c'est ça ? Non, globalement, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Nicolas Gosset. C'est vrai que c'est très difficile de résumer 40 ans d'histoire en quelques minutes et les raccourcis peuvent fausser un tout petit peu les perspectives. Je pense que pour revenir à la question fondamentale qui est la vôtre aujourd'hui, c'est la question de cette base terroriste, de ces bases terroristes qui pourraient se réinstaller en Afghanistan. Je crois d'abord que nous sommes tous extraordinairement surpris de ce qui vient de se passer. Personne ne l'avait imaginé. Personne n'avait imaginé. Est-ce que vous-même, vous aviez encore beaucoup de contacts sur place? Vous avez été peut-être vous-même surpris? Alors moi, j'ai été extraordinairement surpris, mais je crois que je ne suis pas le seul. J'imagine que toutes les chancelleries l'ont été. Et je crois surtout que les talibans sont eux-mêmes surpris de cette victoire qu'ils n'avaient pas imaginée, même dans leurs rêves les plus fous. Les talibans n'étaient certainement pas préparés à reprendre le pouvoir dans les conditions dans lesquelles ils le reprennent. Ils avaient imaginé probablement une transition, que cette transition s'opère à la fin de cette année, au printemps 2022, peut-être à l'été 2022, qu'il y ait un partage du pouvoir, qu'il y ait des négociations et surtout qu'il y ait une réaction américaine ou une réaction occidentale, pas française, parce que vous savez que nous avons quitté l'Afghanistan avec toutes les forces combattantes en 2012, il y a près de 10 ans. Mais en revanche, une réaction qui les oblige à négocier et à partager les choses. Et que, évidemment, l'armée afghane et les forces de sécurité afghanes leur opposent une certaine forme de résistance. Et donc, je pense que si nous sommes choqués par cette tragédie épouvantable qui se déroule sous nos yeux, nous sommes extraordinairement surpris des conditions dans lesquelles les choses se passent. J'imagine que pour eux, la surprise est de la même ampleur. Et donc, ils se retrouvent avec un pouvoir qui est par terre, qui est à ramasser, pour lesquels les équipes n'ont pas forcément été constituées de façon très opérationnelle, très effective. Ils se retrouvent à la tête d'un pays qui n'ont exercé qu'un pouvoir relativement bref, de 1996 à 2001, pendant 5 ans. C'était tout à fait une autre période. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la tête d'un pays qui, par certains aspects, est très moderne, à la tête d'une capitale qui est passée de plus d'1 million d'habitants en 2001 à plus de 5 millions aujourd'hui. Il n'y avait pas un seul téléphone portable et pas Internet en Afghanistan en 2001. Il doit y avoir 20 ou 22 millions de téléphones portables aujourd'hui. 7 ou 8 millions de téléphones portables sont détenus par des femmes, ce qui veut dire que des femmes en Afghanistan peuvent avoir une conversation
avec quelqu'un indépendante de la surveillance de leur mari. C'est une évolution considérable. Considérable. Puisqu'on parle de téléphone, justement. Allez-y, oui. On ne mesure pas la portée. Cette portée, elle est gigantesque. Ouais. Et je crois que la surprise qui est la nôtre est aussi la surprise du côté taliban. Et donc, il faut attendre un tout petit peu, me semble-t-il, avant de prononcer des mots définitifs sur ce qui va se passer en Afghanistan. Ça, on l'aura compris, effectivement. Vous nous appelez au standard 0826 300 300. On termine ce débat avec un auditeur, ou plutôt une auditrice, Corinne, qui nous appelle d'où, de Chamonix, c'est ça? Oui. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, bienvenue. Oui, bonjour Sud Radio et bonjour à vos invités et à vos auditeurs. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste, parce que vous avez des spécialistes, mais moi, je considère qu'il faut faire attention à la com. Parce que bien sûr, une victoire, déjà, va faire des émulations. Vous vous rappelez, Daesh en Syrie, ils ont fait venir plein de jeunes. Mais pour dire quoi? Pour le bien-être. On leur disait venez parce qu'il y a une injustice, il faut venir les aider, il faut venir les aider. Faut faire attention à la com. Quand on libère tous les prisonniers sans distinction, c'est qu'il y a un problème. Quand les femmes avaient une petite indépendance, vont plus l'avoir, ça va être un problème. Et moi, je pense qu'une victoire va faire de l'émulation et il va y avoir du terrorisme. Et j'en suis sûre. Parce qu'ils sont pas bêtes. Et quand vous me dites, ah oui, qu'elles vont faire l'ONU, l'international, mais attendez, les Ouïghours, on est en train de les détruire et personne ne fait rien. En plus, ils vont avoir l'Iran et la Chine derrière eux. Peut-être la Russie en arrière-plan. Mais personne ne fera rien. On va les laisser faire. Donc voilà, moi je ne connais pas autant que vos... Mais c'est évident. Et la com, elle a déjà été faite avec Daesh en Syrie en disant aux jeunes, venez parce qu'il y a une injustice, venez aider les gens, mais quand même on les a obligés de se marier, à faire des enfants, regardez dans l'état où c'est. Ces gens. Donc, vous voyez, attention à la com, quand Monsieur Le Sommer parle, pourtant je l'aime beaucoup, je l'écoute dans pas mal d'émissions, je l'aime beaucoup, il ne parle pas des femmes, il ne parle pas de cette com, ils se sont adaptés. Vous croyez que les terroristes, c'est les derniers des cons? Non mais il faut arrêter. Régis Le Sommier, vous en parliez effectivement sur. C'était pour dire effectivement qu'il y avait des profils très très différents qu'on pouvait trouver parmi les talibans. Mais vous avez raison en tout cas de partager votre avis, votre coup de gueule. On va faire réagir en conclusion assez rapide parce que le temps presse. Nicolas Gosset, je suis navré, mais sur ce côté un peu, effectivement, elle a raison Corinne de le dire que ça joue beaucoup par la communication finalement, tout ce qui se passe en ce moment-là. C'est-à-dire que je comprends l'inquiétude de l'auditrice, mais au-delà de la communication, il faut regarder ce que reste le corpus doctrinal idéologique de ces groupes. Et là, on a quand même une différence fondamentale entre les talibans et le groupe terroriste, l'État islamique, Daesh. Daesh est dans une vocation universaliste un peu, d'exportation de son djihad de manière globale. Et ils sont dans une forme d'islamisme qui est fondamentalement différente de l'islamo-nationalisme des talibans, qui effectivement porte un projet d'établissement d'un État chariatique à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan. Mais je pense que ça a été souligné par les deux collègues intervenants ici, c'est que les talibans, jusqu'à présent, en tout cas, même si des liens ont pu opérer et qu'ils ont pu être dépassés par ces liens à un certain moment, ne sont jamais posés comme des exportateurs de leur cause dans les autres républiques d'Asie centrale, par exemple. Il y a eu un problème au Pakistan, mais on est dans le même univers socioculturel. Donc, voilà, l'importance de la communication soulignée par l'auditrice, effectivement, est fondamentale. Je le disais, les talibans aujourd'hui, c'est néo-talibans, c'est talibans 2.0 connectés. Ils ont considérablement amélioré leur propagande, leur communication, leurs relations publiques, et ça change fondamentalement les choses, mais ça n'est pas dans une optique d'attirer des jeunes recrues étrangères comme le fait Daesh. Ouais. En tout cas, merci. Oui, allez-y, terminez, Nicolas Gosset. Comment dites ? Je vous laisse terminer. Vous voulez terminer sur une dernière phrase, je crois. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être tout en nuance quand on considère la posture d'exportation du djihad par les talibans. Les talibans étaient dans une posture de djihad national anti-américain pour chasser ce qu'ils considéraient être comme l'envahisseur impie étranger. Mais encore une fois, pas dans une logique d'exportation, jusqu'à preuve du contraire, de leur combat hors des frontières du pays. Nicolas Gosset, je rappelle, vous êtes chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles, spécialiste de l'Asie centrale. Merci à vous et un grand merci aussi à Olivier de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la Force internationale de l'OTAN en Afghanistan.
Afghanistan, ancien commandant des forces françaises en Afghanistan de 2011 à 2013. Merci à vous deux. Un grand merci pour ce débat de grande qualité. C'était important aussi de pouvoir prendre le temps d'en parler. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir sur ce débat-là puisque c'est un long débat. Merci à vous deux. On va conclure avec le résultat. Corinne, effectivement, qui nous a appelé. On va conclure avec le résultat de ce sondage. La question, avez-vous peur que l'Afghanistan devienne une base arrière pour le terrorisme islamiste? 70% disent oui. Avec un petit commentaire peut-être rapidement, Marilyn. Marco Fredo, 68, dit c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, comme ça, c'est la conclusion. Elle est rapide, elle est efficace. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce sondage et d'avoir participé à ce débat.